toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui en vidéo pour vous parler un petit peu de mes lectures pour le mois de mars de cette année. Lectures qui vont être un peu particulières puisque j'ai décidé, et c'est vraiment une décision que j'ai prise il y a 2 jours sur un coup de tête assez soudainement, mais j'ai décidé de faire un mars au féminin. C'est une initiative qui sur Instagram est notamment relayée par Flow & Books, mais j'ai décidé de lire uniquement des livres écrits par des femmes pour ce mois de mars. Alors l'idée de ne lire que des autrices n'est pas nouvelle, elle est assez discutée sur le Bookstagram et le Booktube, et il y a notamment certaines personnes qui font ça toute l'année. Alors moi, pour plusieurs raisons, et si vous voulez je pourrais faire une vidéo à ce sujet, ce n'est pas une démarche qui m'intéresse personnellement, bien qu'elle soit très noble sur le long terme, c'est-à-dire que je ne me vois pas faire ça de façon systématique au fil de l'année, mais un mois par année cela ne peut pas faire de mal, le mois de mars étant associé au féminisme pour plusieurs raisons. J'avais vraiment envie de me lancer un petit peu dans cette aventure cette année et j'ai trouvé plusieurs livres qui m'intéressent beaucoup et dont j'ai hâte de vous parler aujourd'hui en vidéo. Alors la première grande lecture de ce mois de mars que je fais dans le cadre du club de lecture Antasthesia Lit, il s'agit du deuxième sexe de Simone de Beauvoir. Ici j'ai uniquement le premier tome. On fait une lecture suivie semaine par semaine. Si ça vous intéresse, vous pouvez bien évidemment nous rejoindre. Mais c'est un de ces grands livres du féminisme. Pour info, Beauvoir l'a publié en 1949 et c'est un livre qui a eu un impact considérable, non seulement dans la francophonie mais également à l'étranger, et qui a ensuite été repris notamment par les mouvements féministes des années 60 et des années 70. C'est-à-dire que le féminisme tel qu'il était pratiqué par nos grands-mères ou nos mères était déjà influencé par le deuxième sexe de Beauvoir. Alors pour plusieurs raisons, j'ai toujours trouvé le personnage de Simone de Beauvoir assez ambivalent, avec des aspects plus ou moins reluisants quant à sa personne, et c'est vrai que j'avais quelques appréhensions avant cette lecture parce que je pensais qu'elle allait être beaucoup datée, et je me permets de vous en parler parce que comme vous voyez j'ai presque fini le premier tome au moment où je fais cette vidéo et j'ai été absolument surprise par cette lecture. En tout cas je le suis présentement, on verra comment cela évolue avec le deuxième tome, mais c'est d'une modernité qui est particulièrement saillante. Beauvoir va discuter du féminisme d'une approche assez multidisciplinaire. Elle va passer par la biologie, elle va passer par la psychanalyse, par l'histoire, par la philosophie, par la littérature, pour parler de la femme qu'elle décrit comme l'autre avec un A majuscule, donc une création de l'homme. Elle va parler de la création de la femme, de ce que cela signifie d'être femelle pour les animaux, mammifères ou non, ensuite de l'évolution du statut de la femme à travers les époques, en Rome et en Grèce antique, puis au Moyen-Âge avec le christianisme. Donc on va vraiment avoir tout un historique de l'évolution de la femme et des réflexions extrêmement intéressantes, intelligentes et lucides sur comment la femme a été créée, comment ce statut a été maintenu et pourquoi finalement il y a eu besoin d'inventer, comme le titre l'indique, ce deuxième sexe qui a été opprimé de façon constante, pas toujours de la même façon mais de façon constante à travers les époques. Donc c'est super intéressant, ça se lit vraiment extrêmement bien pour l'instant. Je suis vraiment surprise qu'un tel livre ait été écrit dans les années 40 et publié en 1949, c'est assez stupéfiant. Il y a un énorme travail de recherche de Simone de Beauvoir bien évidemment là derrière. On a aussi vraiment un côté vivant je trouve à ce texte, on a vraiment l'impression d'entendre Simone de Beauvoir qui parle. Je sais pas si ça a beaucoup de sens, mais quand je le lis je peux tout à fait m'imaginer ça comme un discours passionné sur le féminisme. Et puisqu'elle élabore plein d'idées différentes, cela veut dire bien évidemment que cela reste un ouvrage assez généraliste, donc ça se lit de manière fluide, mais cela parle quand même en profondeur de la création de la femme, de comment la femme a évolué à travers les temps, de pourquoi l'homme a besoin d'un autre, de pourquoi l'homme a besoin de dominer la femme, et c'est plein de questions super intéressantes. Donc vraiment ne pensez pas que cet ouvrage soit daté en quoi que ce soit. D'ailleurs Judith Butler en parle dans Gender Troubles et explique que les idées de Beauvoir sont tout à fait compatibles avec une théorie du genre plus élargie. Donc une excellente lecture pour l'instant et je pense qu'elle va continuer à rayonner sur mon mois de mars puisque comme c'est un ouvrage assez conséquent, je suis bien contente de le lire en groupe et de le lire par plus petits morceaux. Autre lecture déjà commencée, donc je triche un petit peu pour une book haul mais c'est pas grave. J'ai ici Blue Nights de Joan Didion.
Joan Didion, un des grands noms de la littérature américaine du XXe siècle. Cela faisait longtemps qu'il était dans ma palle, cela faisait longtemps que je l'avais acheté, que j'avais entendu parler de Didion par une connaissance qui fait un doctorat sur elle, donc autant dire qu'on me l'avait bien vendu. Et j'ai décidé de commencer par Blue Night, donc en français Nuit bleue. Et pour l'instant je suis absolument subjuguée par la beauté de ce texte, je ne m'y attendais pas du tout, c'est une véritable claque littéraire si on peut utiliser ce terme. Alors il faut savoir que Joan Didion pratique l'autofiction. Il y a un côté journalistique à l'œuvre de Didion, c'est-à-dire qu'elle va toujours parler d'expériences réelles, d'expériences vécues. Elle va vraiment s'intéresser à comment la réalité peut être transposée à la fiction. Et dans ce livre, elle va parler d'un événement tout à fait choquant et traumatisant qui lui est arrivé. Joan Didion était mariée à John Donne, qui était également écrivain et scénariste, depuis 40 ans. Ils avaient ensemble une fille qui s'appelle Quintana Roo, et au début des années 2000, Joan Didion a perdu dans un espace de temps extrêmement court son mari puis sa fille. Alors tout d'abord, sa fille était dans un coma. Pendant que sa fille était dans un coma, son père, donc le mari de Joan Didion, John Donne, a eu une crise cardiaque et en est décédé. Joan Didion a tout fait pour que les funérailles de son mari soient retardées afin que sa fille puisse y participer. Et lorsque sa fille finalement s'est sentie mieux et a pris l'avion pour aller voir, pour aller à l'enterrement de son père, pardon, elle est décédée extrêmement brutalement à l'aéroport. Elle avait un problème au pancréas qui n'était pas détecté, ce qui fait que Joan Didion, en l'espace de 4 mois ou même 3, a perdu son mari puis sa fille. Sa fille était adulte, mais cela n'enlève rien au fait que ce soit un parent qui ait perdu son enfant. Et dans cette œuvre, elle va parler de sa relation à sa fille et à la manière dont elle a affronté le décès de cette dernière. C'est un livre d'une beauté stylistique impressionnante. Dans des chapitres très courts, Joan Didion, elle va vraiment mettre en avant les souvenirs qu'elle a avec sa fille, les moments de joie qu'elle a passé avec elle, mais elle va également beaucoup parler de ce sentiment d'intranquillité qu'elle a eu au fil de sa vie, de ces moments où elle avait compris que quelque chose de terrible allait se produire tôt ou tard, de ces moments insaisissables, angoissants mais très saillants dont elle se souvient parfaitement bien. Et c'est un livre sur le deuil, non seulement sur le deuil de sa fille, mais sur les différentes épreuves de deuil qu'elle a vécues au fil de sa vie ou qu'elle a vu des personnes vivre autour d'elle. Donc c'est un livre qui parle parfois de souvenirs très joyeux, mais qui sont forcément rapportés au deuil d'une personne de son environnement, soit un ami, soit sa fille. Et il y a ce sentiment permanent de tristesse très profonde, d'anxiété, mais également dans un style qui est encore une fois de toute beauté, de ces souvenirs qui sont dépeints avec délicatesse. Cela parle vraiment des petits moments de la vie et du rapport ambigu après le décès de sa fille qu'elle va avoir avec ses souvenirs, puisqu'elle aura tendance à les fuir puisque c'est trop douloureux pour elle de penser à sa fille, mais elle va vouloir également bien évidemment se tourner vers ses souvenirs dans les moments difficiles. Donc je suis vraiment positivement surprise pour l'instant par cette œuvre de Joan Didion, et ça me donne vraiment envie de lire encore plus de livres qu'elle a écrits. Ensuite, cette fois on parle dans les livres que je n'ai pas encore commencé. J'ai ici Nearlit de Juliana Léveillé-Trudel. Alors là nous sommes dans la littérature canadienne, plus précisément dans la littérature québécoise. Juliana Léveillé-Trudel est une jeune autrice, c'est d'ailleurs son premier roman qui a été réédité récemment chez Folio. C'est un livre qui m'a été conseillé, comme d'autres d'ailleurs dans cette pile, par un libraire à qui je fais totalement confiance. C'est pour ça également que je me lance un petit peu plus dans du contemporain. Ce livre se passe donc au Canada et il va suivre une jeune narratrice qui part chaque année dans une province extrêmement éloignée au nord du pays, dans une petite communauté inuite, afin de s'occuper d'enfants de cette communauté. Elle a d'ailleurs une amie, Eva, qu'elle rejoint régulièrement là-bas, qui elle est inuite, elle vit sur place. Mais lorsque Juliana va arriver, cette amie aura disparu. Elle va devoir faire face à cette disparition soudaine. C'est un livre sur la situation des Inuits au Canada qui est très délicate, très difficile. C'est une population qui a un taux de suicide très élevé. C'est une population dans laquelle il y a également beaucoup de problèmes de disparition de jeunes filles qui intéressent généralement assez peu les autorités. Donc cela va m'intéresser de voir comment la narratrice est construite, puisque la narratrice elle n'est pas inuite, c'est une Canadienne blanche qui vient aider des communautés inuites reculées, et de comment cette narration va réussir à capturer ou non la douleur de ces communautés, les difficultés qu'elles ont à vivre, les difficultés qu'elles ont à faire face à ce genre d'événements.
Donc je suis vraiment super intéressée par ce roman. J'ai des attentes qui sont aussi assez élevées et j'espère avoir une représentation plus ou moins réaliste quand même de communautés inuites du nord du Canada. En tout cas, on m'a dit que stylistiquement c'était absolument magnifique. Je l'ai également sélectionné parce que ça parle de femmes. C'est une jeune femme qui travaille avec des jeunes filles inuites, qui a une amie sur place et ça a vraiment une majorité de personnages féminins. Très hâte de découvrir ce livre, en même temps de découvrir un peu plus de littérature québécoise moderne. Autre roman qui cette fois m'a été conseillé sur Instagram, je me souviens plus par qui exactement, mais en tout cas merci, tes conseils ont été écoutés. J'ai Là où les chiens aboient par la queue de Estelle Sarah Bull, qui est une autrice contemporaine française qui a grandi en métropole mais dont la famille provient de Guadeloupe. Et dans ce livre elle va vraiment parler de la question assez compliquée je pense de l'identité créole en France métropolitaine, particulièrement de l'identité créole des jeunes qui comme elle ont grandi ici pour le coup en banlieue parisienne mais dont les familles proviennent originalement des Antilles. La migration et l'identité sont deux thématiques qui m'intéressent beaucoup, qui me touchent personnellement également d'une certaine façon. J'avais envie également de découvrir un petit peu plus sérieusement la littérature des Antilles et je m'étais tout d'abord intéressée à Moi Tituba sorcière dont on avait beaucoup parlé il y a quelques mois sur Booktube, mais j'ai eu des retours vraiment super contrastés sur cette œuvre et donc je me la suis gardée pour une lecture commune avec Margarito plus tard parce que les livres un petit peu controversés je trouve se lisent encore mieux à deux. Et on m'a recommandé Estelle Sarah Bull. Alors tout d'abord j'en ai entendu parler de manière assez dithyrambique par cette personne, puis lorsque je suis allée en librairie, la libraire m'a dit qu'elle avait également absolument adoré ce roman publié en 2017 si je ne dis pas d'erreur. Et lorsque j'ai lu les résumés et que je me suis aperçue que ça parlait d'identité créole féminine en France métropolitaine, que ça parlait de rapport à l'histoire, des rapports entre la famille et l'histoire, des rapports entre les territoires d'outre-mer et la France métropolitaine, c'est vrai que ça m'a tout de suite intéressée. J'ai hâte de voir comment l'identité des Antillais y est représentée et ça rentre magnifiquement bien dans le cadre de mon mois de mars au féminin. Alors ensuite, j'ai ici Les Veilleurs de Sangomar de Fatou Diome. J'avais entendu Fatou Diome parler sur France Inter il y a quelques années déjà et je l'avais trouvée extrêmement intelligente, pertinente, intéressante, mais je n'avais jamais lu avant ces romans et j'ai entendu beaucoup de choses très positives sur Les Veilleurs de Sangomar. Ce livre prend place au Sénégal, Fatou Diome étant une femme de lettres franco-sénégalaise et encore une fois, tout comme Joan Didion, il aura pour thématique le deuil. Le personnage féminin qui s'appelle Kumba a perdu son mari dans le naufrage du Joula. Le naufrage du Joula, c'est un événement tragique, une des plus grandes catastrophes de l'histoire maritime contemporaine qui a eu lieu en 2002 au Sénégal et dans lequel 2000 personnes ont perdu la vie lors du naufrage du bateau. Et dans cet accident, Kumba, qui est une jeune femme qui s'est très récemment mariée, perd son mari Bouba, qui va disparaître de façon très tragique et très soudaine dans cet accident. Elle va devoir suivre les traditions de veuvage de sa communauté, c'est-à-dire qu'elle va devoir vivre en réclusion chez sa belle-mère et elle devient petit à petit fascinée par cette île de Sangomar qui est une île selon la tradition sénégalaise animiste où les âmes des défunts partirait après la mort corporelle. Et comme c'était une femme profondément amoureuse de son mari, elle va vouloir à tout prix le rejoindre sur l'île de Sangomar. Donc c'est encore une fois un livre écrit par une femme mais qui est également une narratrice féminine qui parle du statut de veuve dans la société sénégalaise, qui parle de deuil, qui parle de rapport entre femme et mari, mais toujours du point de vue de la femme, et qui parle de tradition animiste au Sénégal, donc plein d'éléments qui font que ça m'a un petit peu tapé dans l'œil. Encore une fois, je vous conseille vraiment les différentes interventions de Fatou Diome. Il y a plein de vidéos sur YouTube, c'est une femme qui est assez active à la radio et à la télévision, qui dit beaucoup de choses extrêmement intéressantes sur les rapports entre Afrique et Europe, donc allez y jeter un coup d'œil, et j'ai très hâte de revenir vous parler de ce roman. Vraiment, j'espère que cela va me plaire. C'est toujours un petit peu un bingo quand je parle dans la littérature contemporaine parce que même si j'en lis quand même assez régulièrement, j'ai l'impression que j'ai des attentes stylistiques qui ne correspondent pas toujours à la production actuelle. Or là on m'a dit que c'était une très belle plume, donc j'espère vraiment que la forme fera honneur au fond. Pour terminer, un livre que j'ai depuis trop longtemps dans ma palle
Et pour être honnête, je suis très ambitieuse dans cette vidéo parce que je ne sais pas à quoi mon emploi du temps va ressembler au mois de mars, donc je ne sais pas si je vais pouvoir lire autant que je le veux, surtout que je lis en parallèle, encore une fois, pour mes études, pour la rédaction de mon mémoire. Mais il faut absolument qu'un jour je prenne le temps de lire Assia Djebar, qui est une des grandes écrivaines d'Afrique du Nord, qui est, sauf erreur, la première autrice maghrébine, je dis autrice mais auteure de manière générale, au fait maghrébine, à être entrée à l'Académie française. Et j'avais très envie depuis longtemps de lire L'amour, la Fantasia, qui est un roman historique qui prend place en parallèle au début du 19e siècle, lors de la prise d'Alger, donc lors du début de la colonisation de l'Algérie par les Français, mais qui en parallèle retrace l'histoire d'un autre personnage, cette fois dans les années 50 et 60, donc pendant la guerre d'Algérie, pendant le combat contre la colonisation française. Et c'est un livre qui va non seulement examiner l'histoire coloniale de l'Algérie et le combat pour l'indépendance qui a pris place dans ce pays, mais qui va également beaucoup s'intéresser au statut des femmes en Algérie. Et c'est un livre qui va parler de l'ambiguïté, de la complexité de la société algérienne, qui d'un côté se bat de manière très noble contre la colonisation française, mais de l'autre est une société qui reste profondément masculine, qui écarte les femmes de tout débat public. Et ici, Assia Djebar va donner la parole à deux personnages féminins, donc une au 19e siècle et une beaucoup plus tard pendant la guerre d'Algérie, et qui va parler du rôle des femmes dans la décolonisation et de la manière dont leur statut a été respecté ou non. Alors Assia Djebar, j'en ai vraiment entendu que des bonnes choses. Encore une fois, je pars avec des attentes plutôt élevées, mais je serais vraiment très surprise si cela me déplaisait. J'ai jeté un coup d'œil, ça a l'air superbement écrit. 2021, j'espère que ça va vraiment être une année où je lis un peu plus sérieusement de la littérature maghrébine. Pour l'Algérie, j'avais déjà lu Mouloud Feraoun en ce début d'année, et il faut vraiment que je level up, pour utiliser un anglicisme affreux, dans cette littérature. Et Assia Djebar, je pense que c'est une des figures incontournables de la littérature algérienne. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que cela vous aura plu, pardon. C'est beaucoup de littérature contemporaine, je me suis un peu surprise moi-même, à savoir que les librairies ont ouvert en Suisse récemment, donc j'étais obligée de faire un tour, j'étais obligée de demander des recommandations, et je suis sûre que j'ai été bien conseillée. Donc j'ai hâte de me lancer dans tous ces romans. Comme je l'ai dit, cela fait pas mal de choses, mais en même temps c'est des romans plutôt courts. C'est des romans même des fois qui sont écrits dans des polices relativement grosse, donc normalement cela devrait être faisable. Mais j'ai vraiment hâte de faire ce mois de mars au féminin, de mettre l'accent sur le fait de lire des femmes, de mettre en avant plusieurs œuvres écrites également par des femmes qui viennent d'horizons très différents. C'était également le but de cette sélection. Donc je reviendrai vers vous à la fin du mois pour un compte rendu sur ces œuvres et peut-être d'autres choses que je lirai entre temps. Je suis vraiment quelqu'un qui se tient très rarement à sa palle, donc soyez prévenus que je ne risque pas de lire toutes ces œuvres, de les lire maintenant, de les lire dans l'ordre, mais ça me donne à peu près une idée des œuvres vers lesquelles je veux m'orienter en ce mois de mars. Sur ce, je vous dis à très bientôt, merci d'avoir visionné cette vidéo. Si cela vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, vous êtes presque 2000 et oui, ça fait très phrase de petite youtubeuse, j'en ai conscience, mais ça me fait super plaisir. J'adore ces échanges ici et sur Instagram. Si vous êtes sur Instagram et que vous voulez voir des mises à jour quotidiennes, n'hésitez pas à le faire. Mais merci de continuer à commenter, de continuer à partager avec moi sur la littérature. Cela m'amène vraiment beaucoup de joie en cette période qui est compliquée un petit peu pour tout le monde, mais je pense que cela fait réellement la différence. Ça me fait lire plus, cela me motive, donc Booktube et Bookstagram, ça va bientôt faire une année et pour l'instant 20 sur 20 au niveau de l'expérience, donc je suis vraiment ravie. Sur ce, je vous dis à une prochaine fois et merci d'avoir visionné cette vidéo. Bye bye.